Madame, Monsieur, bonsoir. Le plaisir est immense de retrouver ce mercredi dès 21h pour votre nouveau rendez-vous sur Info TV face à l'actu. Justement, nous interrogeons l'actualité en compagnie des décideurs, en compagnie des leaders, en compagnie de ceux-là justement qui font l'actualité au Cameroun et même ailleurs. Et pour ce soir, nous avons une personnalité qui a décidé de nous accompagner. Il est ancien. Il est troisième à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Il est honorable député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il est aussi, et c'est le plus important, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez certainement compris et deviné, il s'agit ce soir de l'honorable Cabral Libilingue qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir, Président. Bonsoir à vous, M. Mbarga. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. C'est vrai que vous avez été un peu rare du côté d'Info TV, mais vous avez beaucoup été représenté. Ah ben voilà, je ne dirais pas que vous tenez un propos contradictoire ou paradoxal. La dynamique politique que je porte ne se résume heureusement pas à ma petite et modeste personne. Nous portons des idées, nous portons un idéal pour le Cameroun, nous portons un projet de société et nous sommes nombreux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à le défendre, à le promouvoir auprès des compatriotes. Et c'est pour cela que même si moi, tout personne et vous ne m'avez pas souvent vu sur votre plateau, ben, vous avez vu plein de mes camarades militants qui sont souvent ici. Et c'est avec beaucoup de plaisir, de délectation et de curiosité que je les découvre, je les vois prester souvent et j'en apprends beaucoup. Président, vous êtes un habitué de la scène médiatique camerounaise. Comment vous jugez Info TV aujourd'hui? Info TV, c'est un média qui est en pleine expansion. Oui. Ben, vous avez dit, je me fais rare parce que je crois avoir connu ce studio au tout début d'Info TV. Et je crois que c'est un groupe de médias. Enfin, Info TV appartient à un groupe de médias aujourd'hui. La météo, il y a la presse écrite, il y a l'audiovisuel, et il y a une génération de journalistes, de jeunes journalistes, qui font leurs armes et qui gagnent indiscutablement des parts de marché. Oui. Et je crois que c'est à saluer, c'est à féliciter. Je crois que notre démocratie se consolide aussi par le pluralisme d'expression médiatique, non pas seulement des personnes comme moi qui sont invitées, qui s'expriment ou qui expriment leurs opinions, mais c'est aussi ce foisonnement, cette floraison de lignes éditoriales, parce que chaque média a sa ligne éditoriale, et puis ça élargit le panel de choix des compatriotes qui se donnent dans le recul nécessaire pour appréhender l'information qui leur est servie sous plusieurs angles. Merci encore une fois, honorable Cabral Libi, d'être présent avec nous dans ce studio. Nous allons, durant ces presque 1h50 de direct, nous allons revenir justement sur les actualités majeures de notre espace politico-médiatique. Nous irons nous interroger sur quelques actualités de gouvernance, sur quelques actualités politiques. Vous êtes un acteur majeur de ce côté-là. Et nous reviendrons aussi en formule grandeur nature sur l'ouvrage qui soutient l'idéologie de la formation politique qui est la vôtre. Je voudrais pas trahir un secret ici en parlant du fédéralisme communautaire qui a aussi abondamment fait réagir dans le landerneau politique camerounais et même au-delà. Voilà un peu les articulations de notre passage ici ce soir, Président. Mais pour débuter cette émission de Face à l'actu, nous vous avons suivi quelque peu en préparation de ce programme. Là, vous étiez du côté de Soir pour l'installation d'un bureau, mais surtout pour dire merci à ceux-là qui avaient fait et soutenu la dynamique politique qui est la vôtre aujourd'hui, et vous avez tenu à leur dire merci à votre manière. Alors, on va essayer de prendre l'élément et de revenir tout de suite après pour les premiers échanges à ce sujet, justement. Retour aux sources, ce vendredi 8 avril 2022, pour l'honorable Cabral Libi, la terre de soi, où la politique est venue le chercher selon ses propres dires, accueille une forte délégation conduite par le président du PCRN himself. Et c'est avec un brin de nostalgie qu'il évoque cette époque. Je suis revenu voir Maman Lydia parce que en fait la dynamique que nous portons aujourd'hui a commencé chez elle, à soi en tout cas. Après Ange Raphaël en 2017,
C'est ici que nous sommes venus faire la réunion de préparation de la descente des inscriptions du quartier Kradat. Et malheureusement pour elle, la police, la gendarmerie étaient venus l'assiéger toute la journée jusqu'à très tard, jusqu'aux anti-émeutes. Elle n'a même pas pu vendre un plat de nourriture ce jour-là. C'est chez elle que nous tous on mangeait. Quand on sortait du campus, là, on allait là derrière. Donc j'ai dit, si je suis de retour à soir, je m'arrête chez elle pour la saluer. Raison majeure de cette descente dans l'arrondissement de Soie, l'installation du tout nouveau bureau PCRN laisse présager de nouvelles dynamiques pour le parti qui libère les énergies. Ainsi, après votre passage ici, notre plan d'action prévoit avec Elecam la descente dans les 4 groupements pour conquérir les armes, participer de manière spéciale au défilé du 20 mai. Bref, nous tenons à faire notre part pour un soir nous. Je vois tous ces gens qui écoutent. S'ils vous demandent, ok, si vous prenez le pays demain, qu'est-ce que vous allez changer? Comment vous allez faire que ce qui est mauvais devienne bon? Vous devez être en mesure de répondre. Et ce message, nous l'élaborons, nous l'avons élaboré, nous continuons à l'élaborer. Donc, il faut que vous vous mettiez au travail. Conscient des enjeux à venir et de la place qu'occupe désormais le PCRN dans le landerneau politique camerounais, Cabral Liby se positionne au travers de cette multiples descentes sur le terrain comme leader d'une formation qui, quoi qu'il arrive, prochainement aura son mot à dire. Retour sur le plateau, honorable Cabral Liby. Vous étiez à Soie, une terre qui a fait de vous, vous l'avez précisé, l'homme politique que vous êtes devenu aujourd'hui. Est-ce que la dynamique d'époque est toujours la même? La flamme que vous apportez, 11 millions, univers, PCRN aujourd'hui, est-ce que la flamme là existe toujours? Et surtout, l'engouement jeune? Alors, si la flamme était restée la même, il y aurait lieu d'être inquiet, profondément inquiet. La flamme, elle est plus vive, elle est plus forte, elle irradie davantage. La dynamique est plus forte, elle prospère, elle grandit. Oui. Et c'est pour cela que nous sommes allés, entre autres, à Soie justement, pour donner notre onction à un démembrement du parti qui est conduit par la jeune dame que vous avez vue tout à l'heure dans le papier, Madame Bissa. Oui. Et nous y sommes allés avec plusieurs cadres de notre formation politique, plusieurs élus de notre formation politique. Donc, tous ces visages que vous avez vus là, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui étaient là en 2017 lorsque nous sommes partis du campus, de l'entrée du campus, pour préparer, comme je l'ai dit dans le papier, un certain nombre de descentes. Certains visages sont là, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont là maintenant. Donc je pense que le principal indicateur d'une organisation humaine, le principal indicateur de croissance d'une organisation humaine, Oui. c'est le grossissement de ses rangs. C'est le grossissement de ses rangs. Cela atteste de ce que il y a une portée de plus en plus grande, de plus en plus forte de l'idéal qui est partagé. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que la flamme n'est plus la même, comme je l'ai dit tantôt. Elle est beaucoup plus forte, elle brille beaucoup plus. Alors, et oui. elle n'est même pas encore, elle n'a pas encore pris l'ampleur qu'elle va prendre dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent pour le Cameroun. Alors, vous parlez d'une flamme qui brille, justement. Les urnes vous ont donné raison. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une formation qui a 5 députés et 206 conseillers municipaux. Alors, comment est-ce que le PCRN, ou alors sur quelle jauge vous essayez de vous voir aujourd'hui dans le landerneau politique camerounais? Vous êtes un poids lourd, vous êtes un espoir, vous êtes un rookie, vous êtes un parti d'avenir. Comment est-ce que vous vous positionnez face au mastodonte que tout le monde connaît? Je ne saurais vous dire le poids, on n'a pas l'habitude des balances au PCRN. En revanche, on a l'habitude du terrain. On a l'habitude du terrain. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je peux vous dire que le PCRN est présent à Zina. Je peux vous dire qu'il est présent à Makari. Je peux vous dire qu'il est présent à Moulvoudaï, à Gividik. Je peux vous dire qu'il est présent à Ambam. Je peux vous dire qu'il est présent à Salapumba, ainsi de suite. Donc, maintenant, comment vous allez jauger cela, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Ça, c'est ce que je peux vous dire.
Le PCRN porte un idéal pour le Cameroun, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Notre objectif, si nous nous sommes engagés en politique, est resté intact. Nous nous sommes engagés pour que le Cameroun change, pour que le Cameroun soit transformé. Vous savez, à titre personnel, je n'ai pas été très brillant à l'école, mais j'aurais pu choisir de faire ma vie autrement. Je pourrais en dire de même pour toutes ces personnes qui s'engagent, parfois à leur risque et péril. Et je pèse mes mots lorsque je parle de risque, lorsque je parle de péril. Que n'ont-ils pas essuyé jusqu'ici? Parce que ce qui semble transparaître du propos que vous tenez, c'est la relative respectabilité dont peut prétendre jouir le PCRN aujourd'hui. Vous êtes assez accepté dans l'establishment. Ah ben tant mieux. Mais cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela est une indication de ce que nous grandissons. Nous ne grandissons donc pas seulement en termes de poids, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est que les convictions que nous portons emportent l'adhésion de plus en plus de personnes. Et donc, pour nous, en plus, vous savez, on n'est pas en politique pour faire des décomptes. Le décompte, nous invitons les Camerounais à le faire dans le bilan. Lorsque ils nous auront fait confiance et qu'ils nous auront porté au pouvoir. Vous êtes en situation de responsabilité aussi, honorable. Ben écoutez, mais ça déjà, ça peut se vérifier. Vous êtes dans des communes, vous êtes à l'Assemblée, effectivement, on peut commencer à vous questionner sur un bilan. Mais bien sûr, si vous voulez, nous sommes prêts. Et nous le faisons, ne nous attendons pas d'en être questionnés, parce que c'est un engagement que nous on a pris. La décentralisation au Cameroun, c'est pas évident. Ce n'est évident pour personne. Mais nous réussissons à exister. Nous réussissons à transformer les vies des populations. Nos maires font, notamment sur les réseaux sociaux, au quotidien pratiquement, nos députés font sur les réseaux sociaux au quotidien pratiquement l'inventaire des actions qu'ils mènent. J'insiste sur les députés en particulier, notamment parce que c'est pas leur mission régalienne, vous savez, un député. Le député, il est élu pour voter des lois et pour contrôler l'action du gouvernement. Et puis résiduellement, on a indexé à la fonction de député annuellement un accompagnement de 8 millions de francs CFA pour ce qui est le prix, vous devez le savoir, à Mercurial d'un forage. Donc, pour cela. Mais nous donnons de la visibilité à cela. Nous disons, même si c'est 5 francs que nous percevons, ben nous utilisons cela et nous rendons public la comptabilité pour que les Camerounais, vous savez, il y a des enseignements religieux qui disent que lorsque vous êtes fidèle aux petites choses, c'est ainsi que vous mériterez de plus grandes. On vous en confère de plus grandes. Et c'est comme cela que nous voulons que nos mandats de députés, déjà sur cet aspect, aussi résiduel soit-il, mais que nous montrions que nous avons le mérite de plus que cela. Au-delà de cela, à l'Assemblée nationale, nous faisons autant que nous pouvons, nous ne sommes que 5 sur 180. Mais c'est un engagement que nous avons pris lorsque nous y allions. Nous savions que nous n'aurions pas la faveur du nombre. Mais nous nous battons et nous vous prenons vous-même à témoin. Nous essayons d'emporter la faveur de la pertinence. Sur le terrain municipal, que ce soit la commune de Massok-Son-Loulou, que ce soit la commune de Nkondjok, j'espère que vous savez où se trouve Nkondjok et que vous savez que depuis que cette commune existe, c'est maintenant qu'il y a là-bas l'éclairage public. Nkondjok, c'est dans l'Unkam. Les routes sont reprofilées chaque année. On parle maintenant là-bas dans l'Unkam du miracle PCRN. Vous pouvez aller à Massok-Son-Loulou. Là encore, il y a eu un miracle avec le Caterpillar. Mais tout le monde se demande, mais attends, est-ce que cette commune a les mêmes le même statut que les autres? Ça fait partie des budgets les plus négligeables. Mais c'est de l'intelligence politique. Mais au-delà de l'intelligence politique, c'est de l'altruisme politique. Parce que ce qui nous préoccupe, nous, c'est de travailler chaque jour à trouver des solutions. Aussi compliqué soit le contexte, aussi difficile soit la décentralisation, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais nous essayons, pousser, impulsés par notre volonté d'apporter des réponses aux attentes des populations, nous nous battons comme nous pouvons, ici et ailleurs, avec beaucoup de solidarité, nous qui sommes ici, nos camarades qui sont à l'extérieur, nous nous battons comme nous pouvons pour apporter ces solutions. Donc, allez à Ngok-Mapubi, allez à Iseka, il y a encore quelque temps, Iseka était en train d'inaugurer un centre de santé construit sur fonds propres. Tout un établissement médical construit sur fonds propres.
pas un seul copec qui nous aurait été envoyé par quelque ministère que ce soit. Donc c'est pour vous dire que oui, nous sommes encore loin du compte au bout de 24 mois. Oui, c'était la première fois aussi que le PCRN accédait à des responsabilités électives. Oui. Donc tout ne marche pas toujours sans quelques couacs d'apprentissage. Même nous apprenons vite. Et je crois que nous donnons aujourd'hui aux Camerounais les gages de ce que nous méritons mieux. Et que si nous avons la charge du Cameroun, il est certain aujourd'hui, au bout de 24 mois seulement de présence élective, que nous pourrions faire plus. Alors, honorable, beaucoup, justement, dans le marigot politique camerounais, s'interrogent sur la coloration qui est la vôtre. On a du mal à véritablement situer le PCRN, justement, et je le disais tout à l'heure, vous êtes assez accepté dans le sérail. Vous êtes introduit, le PCRN ne fait pas de vagues, si l'on peut s'exprimer comme ça. Beaucoup se demandent, êtes-vous dans l'opposition ou alors êtes-vous satellite, comme il y en a d'autres, au régime et au RDPC qui est véritablement le parti politique mastodonte? Alors, je ne sais pas, vous aussi, vous empruntez à cette vulgate insultante, méprisante du PCRN. Je comprends que la fulgurance avec laquelle nous nous sommes introduits dans le champ politique et avec lequel nous avons acquis des positions électives interroge. Mais il faut déjà apprendre à sortir les Camerounais de la négativité. C'est ce que nous appelons, nous, l'impuissance apprise. Vous savez, on a tellement, et pendant des décennies, inculqué aux Camerounais que rien n'est possible, que rien ne peut être fait, que rien ne peut changer, que le premier sentiment que l'on a vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe de personnes opiniâtres, décidées, déterminées, qui obtiennent des résultats, le premier sentiment, disais-je à leur égard, c'est le soupçon. Et c'est ça l'indication d'impuissance apprise et de négativité. Un peuple qui est comme ça, c'est difficile qu'il émerge. Et c'est pour cela que... Je pose la question des journalistes qui s'interrogent, qui posent des questions. Mais la fonction du journaliste, ce n'est pas de propager et de répandre de la négativité. Non, attendez. Allez-y. Attendez. Oui. J'évoquais déjà l'entame de l'affaire, parce que je me suis entendu dire, lorsque nous allions déjà aux élections en février 2020, que le résultat que nous avons obtenu, c'était déjà une faveur, ou des faveurs. Je crois même que sur une chaîne internationale, un leader politique qui avait décidé de ne pas aller aux élections, cette fois-ci, mais qui était quand même allé par le passé et qui avait demandé que son parti n'y aille pas, s'était permis sur une chaîne internationale de dire, enfin, nous avons archivé tout cela, que tous ceux qui avaient décidé d'aller aux élections étaient des complices du régime et y allaient pour cautionner les élections. Mais écoutez, de telles postures sont de quelle nature? Si ce n'est de jeter de l'opprobre sur les autres, et surtout d'essayer d'assombrir ou d'envoûter la fulgurance de ceux qui osent et de ceux qui travaillent. Parce que nous n'étions pas les premiers à aller aux élections au Cameroun. Je crois qu'il y a plein de formations politiques qui, ayant même pour certaines, demandé et sollicité les faveurs du régime, n'ont pas pu faire le résultat que courageusement nous avons pu faire. Alors, dans le contexte camerounais... Vous n'entendez pas sur mes propos. Non, mais moi, j'interroge la posture idéologique, mais ça pas la réelle politique. Mais ça commence par là. Comprenez-nous. Mais attention, vous invoquez la posture idéologique. Oui. Je crois que lorsque nous avons... On en parlera tout à l'heure. Nous avons été attaqués par tout le monde. Vous voulez que je vous donne les noms des députés, nos collègues du RDPC, qui sont du RDPC, nos collègues députés, qui sont du RDPC. Nous avons été attaqués par tous les partis politiques. Donc moi, je cherche toujours où est la faveur. Je la cherche toujours. Mais là, on va revenir sur la posture idéologique. Ce sur quoi je voulais insister. Et chaque fois que j'en ai l'occasion, je balaie. Parce qu'il ne faut pas mépriser les efforts de mes camarades qui viennent souvent ici sur votre plateau. Tous ces hommes, ces femmes, qui sont sur le terrain. Vous avez vu Madame Bissa tout à l'heure. Elle est en train de se battre pour que le PCRN batte le concurrent principal qui est le RDPC à soi, ce qui sera fait. Mais au moment où elle se bat pour y arriver, on commence à distiller, à instiller dans l'opinion comme quoi, non, c'est du copinage, mais non, il n'en est rien. Et je trouve cela injurieux et insultant. C'est pour cela que je vous dis que de balancer tout et n'importe quoi, il faut plutôt simplement se mettre au boulot pour faire mieux que le PCRN. Ça, c'est une chose, parce que beaucoup de ceux qui racontent... À l'adresse de vos... Ça, c'était pour l'élection. Maintenant, vous dites, on ne fait pas de vagues. Mais ça veut dire quoi, faire des vagues?
Vous pensez que je suis sorti, j'ai été choisi par les compatriotes en 2018 et que par les résultats qu'on a publiés, j'ai été proclamé 3e. Ben, j'y suis arrivé parce que je faisais pas de vague. Vous pensez que nous avons 5 députés, 206 conseillers municipaux, 7 communes, parce que nous ne faisons pas de vague? Qu'est-ce que vous appelez vague en politique? Ben, peut-être faudrait que vous le disiez clairement. Mais moi, je vais vous dire, si on revient dans ce qui est dans l'univers océanique ou l'univers aquatique, là où il y a des vagues, ben, les vagues, ça donne du son, parfois apaisant, parfois tumultueux. Ben, c'est ce que nous faisons. Vous savez, lorsque nous allons à Lembe Yezoum, il y a 2 mois, vous savez où se trouve Lembe Yezoum? Dans le centre. J'espère bien, mais dans quel département? Là, j'ai pas la précision. Ah, ben voilà, mais moi je vais vous dire dans quel département ça se trouve. C'est dans la Haute-Sanaga. Et lorsque nous allons, vous arrivez à Konolinga et vous prenez un chemin sur 50 de kilomètres, vous y arrivez. Lorsque nous allons à Lembe Yezoum, qui est l'un des arrondissements les plus récemment créés au Cameroun, je dis bien Lembe Yezoum, c'est un arrondissement 7, mais ça a encore tous les traits d'un village. Et que vous y arrivez, et que vous trouvez pour l'installation d'une trentaine de comités de base, vous trouvez une escouade mixte de gendarmes et de policiers, armes au poing, dispositifs anti-émeutes, en pleine forêt. Je vous dis que Lembe Yezoum, c'est un arrondissement forestier, qui vous y attendent. Mais de quoi vous parlez? Ah ben, ça c'est pas des vagues à votre goût. Donc il faudrait peut-être que vous nous disiez ce que vous entendez par vague. Parce que lorsque nous nous installons à Mokolo, comme c'est le cas, lorsque nous sommes à Garouaboulaye et que les comités de base s'installent tous les jours et que nous faisons ce que nous pouvons pour que le parti grandisse et vive, qu'est-ce que vous appelez vague? Peut-être, vous nous attendez sur autre chose. Vous nous attendez peut-être sur du tintamarre, enfin je sais pas, je ne sais même pas, peut-être sur des insultes, peut-être sur des excès, je ne sais lesquels, mais nous ne perdons pas le Nord. Je vous l'ai dit. Moi, je me suis engagé en politique pour être président de la République du Cameroun. Et ceux qui me suivent, je le leur rappelle tous les jours. Donc, nous concentrons nos énergies sur l'objectif que nous avons à atteindre. Et l'objectif que nous avons à atteindre, c'est de convaincre la majorité de nos compatriotes de nous faire confiance. Et pour qu'ils nous fassent confiance, nous n'avons pas besoin de faire, je ne sais d'ailleurs de quelle vague vous parlez. Alors, bravons toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'adversités pour les convaincre du mieux que nous pouvons. Et je vous invite à cesser d'être insultant vis-à-vis de mes camarades qui se battent pour avoir la confiance de leurs compatriotes. Merci, honorable, pour la précision. Et moi, je vous invite aussi à respecter le travail des journalistes que nous faisons au point, au quotidien, en donnant la parole justement à vos camarades qui sont toujours les bienvenus sur nos différents plateaux. Mais je ne parlais pas seulement de vous en particulier. C'est le lieu d'ailleurs pour moi. Ben oui, parce que, tiens, peut-être bientôt, vous savez, il y a des médias qui ne nous invitent pas. Et il y a des médias qui, lorsqu'ils nous parlent de nous, ce n'est que pour nous insulter. Et pour reprendre la rengaine que vous avez évoquée. Donc je crois que bientôt on vous soupçonnera vous-même d'être dans la matrice connivante de je ne sais de quoi. Non. Alors, écoutez, j'insiste sur ces questions avec emphase, mais heureusement je suis un homme de terrain et je sais jusqu'où vont, quelle est la portée réelle de ces balivernes qui sont balancés à longueur de journée. Et je peux aujourd'hui vous dire, parce que moi je suis un homme de terrain et que mes camarades sont tout le temps sur le terrain, je peux vous dire quelle est la portée réelle et la mesure réelle, la marge réelle de progression du PCRN dans les cœurs des Camerounais. Merci, honorable Cabral Libye. Nous avançons avec vous justement sur le champ de l'action politique, la ruelle politique. Vous avez indiqué que vous êtes en situation de pouvoir, entre guillemets, du côté de l'Assemblée nationale. Et justement, une actualité lors de la récente session nous a interpellés de ce côté-là. Nous avons eu et appris cette grande initiative qui était celle de l'opposition camerounaise, unie sous la bannière de... Elle a fait des vagues, celle-là? Nous avons appris cette actualité, Vous savez, je cherche toujours à comprendre. On va y aller, honorable. Alors, l'Union pour le changement a justement été mise sur pied et malheureusement son élection a eu à affronter, comment pourrais-je le dire, cette session où il a fallu justement voter pour le bureau de l'Assemblée nationale. Et justement, il y a eu des partis concernés par cette union pour le changement qui ont
se sont positionnés, l'honorable Nietzsche en l'occurrence, mais qui malheureusement n'a pas été soutenu par l'appareil qui composait cette union pour le changement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les positions qui étaient celles du parti que vous présidez à ce moment précis? Alors, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale et des bureaux de l'Assemblée nationale, c'est le lieu pour moi. J'étais loin de m'imaginer il y a encore quelque temps que des choses comme ça pouvaient être ignorées des Camerounais. Mais c'est le lieu de le dire parce que, hélas, quelques bonimenteurs et incultes se laissent aller à répandre parfois des choses, mais tout simplement difficilement imaginables. L'une d'entre elles est que faire partie du bureau de l'Assemblée nationale serait une faveur. J'ai souvent entendu ça. Oui. Et j'ai entendu ça encore récemment, notamment en faveur de l'actualité que vous évoquez. Ben, c'est pas vrai. Il faut que les Camerounais sachent que l'Assemblée nationale est régie, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou qui se laisseraient mentir. L'Assemblée nationale est régie par une loi portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et cette loi dit que pendant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, il y a en fait 3 élections qui se passent. Il y a l'élection du président de l'Assemblée nationale qui est une élection uninominale. Et il y a l'élection du premier vice-président qui est également une élection uninominale. Maintenant, tout le reste, dont les autres 3 vice-présidents, les questeurs et les secrétaires, qui sont au nombre de 12, ça se fait sur un scrutin de liste. Oui. Et ce qui se passe généralement à l'Assemblée, c'est que le seul parti politique, en tout cas, eu égard au fait qu'il a à lui seul 152 députés sur 180, qui est en mesure de constituer une liste, c'est le parti au pouvoir. Oui. Mais la loi impose au parti qui est majoritaire, donc en tout cas tous ceux qui veulent constituer des listes, de les constituer en respectant scrupuleusement la coloration politique de l'institution parlementaire. Oui. Donc c'est pour cela que vous verrez qu'au moment où on fait ces listes, vous aurez toujours un ensemble de partis politiques selon leur poids représentatif à l'Assemblée qui y figure. C'est donc la loi et pas autre chose. C'est pour cela que l'UNDP qui a 7 députés, donc qui est 2e à l'Assemblée, a un vice-président. Et c'est pour cela que le SDF et le PCRN, qui sont 3e ex aequo, parce que ayant chacun des partis 5 députés, se retrouvent l'un comme questeur et l'autre comme secrétaire. D'ailleurs, l'UDC aussi, Oui. qui a 4 députés, un de moins que nous, qui est donc 4e dans l'ordre de représentation de poids, et donc a donc également un membre comme secrétaire. Maintenant, j'en viens à votre question. À la question sur l'union pour le changement. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer longuement là-dessus, mais au cas où il y aurait encore quelque incompréhension, c'est le lieu où vous faites bien de poser la question, de clarifier les choses. Ce qui se passe à l'Assemblée, c'est que le règlement intérieur dont je vous ai parlé, la loi dont je vous ai parlé, dispose que 15 députés peuvent constituer un groupe parlementaire. Oui. À l'Assemblée, les partis s'organisent en groupe. Et selon le règlement intérieur, au moment, lorsqu'on a fini l'élection du bureau, parce que les groupes n'interviennent pas dans l'élection du bureau, mais au moment, quand on a achevé l'élection du bureau, au début de chaque année législative, ça se fait au mois de mars, Oui. à la session de mars, il faut également constituer les bureaux des groupes, des commissions parlementaires. Vous savez, à l'Assemblée, toujours au regard de la loi portant règlement intérieur, il y a 9 commissions spécialisées à l'Assemblée nationale. Il y a la commission des lois constitutionnelles dans laquelle je fais partie, la commission de finances qui étudie le budget, la commission économique, ainsi de suite, commission de défense. Oui. Il y en a 9 comme ça. Et la loi dit donc qu'on doit pouvoir tenir compte de ces groupes parlementaires au moment de la constitution des commissions. D'abord, afin que ces groupes soient représentés dans ces commissions au prorata de leur poids. Et comme nous sommes donc 16 Oui. députés, 16 députés de l'opposition, nous nous sommes fondés sur cette disposition du règlement intérieur qui dit que au moins 15 députés peuvent constituer un groupe parlementaire. Mais à ce niveau, il y a une ambiguïté. Le règlement est écrit en 2 textes, enfin en un texte traduit en 2 langues, le français et l'anglais. La version française dit que c'est 15 députés au moins par parti politique. Oui. Et la version anglaise, elle précise que c'est 15 députés par parti politique pris individuellement. Donc la version anglaise n'est pas ambiguë. Elle, c'est clair. Oui. C'est que il faut qu'un parti politique ait en son sein. Vous avez profité de la faille de la version française. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Mais qu'est-ce que vous voulez? La version française, qui est donc la version originale? Parce qu'il faut préciser que les lois au Cameroun sont écrites la plupart du temps, en tout cas telles que nous les recevons à l'Assemblée, la plupart du temps, nous recevons d'abord les textes en français en attendant la traduction. Donc on part du postulat, et même ceux qui ont travaillé à l'adoption de ce texte en 2002, nous disent que c'est comme ça que ça s'est fait. Et que la version anglaise est donc la version traduite. Donc la version originale, la bonne, authentique, est la version française. Donc on peut partir, donc, fort de cela, arriver à la conclusion que la version anglaise a été mal traduite. Donc nous disons, mais dans ce cas, par interprétation de la version française, par parti politique, ça peut vouloir dire par parti politique pris individuellement, ça peut aussi vouloir dire par parti politique pris collectivement. À ce niveau, nous sommes d'accord, honorable. Voilà, et c'est nous avons créé le groupe. Oui, le groupe, et une fois, maintenant, la loi ne prévoit même pas qu'on valide un groupe. Justement, il n'y a pas de procédure de validation de groupe. Donc, dès que vous êtes... Création de existence. Dès que vous êtes au moins 15, je vous dis comment ça se passe. Dès que vous êtes au moins 15, vous saisissez le président de l'Assemblée nationale par écrit. Et le texte dit que vous lui adressez un document de programme économique et la liste des membres. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'afficher. C'est ce que dit la loi. Il l'affiche et après, il en tient compte dans la constitution des commissions. Sauf qu'eux, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas suivi la procédure. Ils ne l'ont pas affiché. Ils n'en ont pas tenu compte dans la constitution des commissions. Et lorsque la doyenne d'âge à qui nous avons remis tous ces documents, dont le document de création du groupe, passait le pouvoir au président qui avait été élu, elle a dit, c'est une dame, elle a dit que sur cette question, elle transférait le dossier. Parce que de toute façon, elle n'avait pas le droit de décider. Et elle a donc transmis le dossier et c'est le président qui a été élu ce jour-là, qui aurait rendu et publié et en tenir compte dans la constitution des commissions. Rien n'a été fait. C'est encore, hélas, du mépris vis-à-vis des autres partis d'opposition, des députés de ces partis d'opposition qui se sont constitués en groupe parlementaire en respectant la loi. Mais ça vous renseigne aussi sur l'atmosphère qui règne dans le travail parlementaire. Donc nous avons pris acte de cela. Vous avez d'autant que le règlement intérieur lui donnait des marges. Auquel cas, puisqu'il y a un groupe de collègues qui a fait une sortie au nom de la commission de loi constitutionnelle à laquelle je fais partie, mais en toute illégalité, parce que cette commission ne fonctionne pas en ce moment-là. Elle n'avait pas encore été désignée, et ils ont même poussé l'imposture jusqu'à signer l'un comme président de cette commission, l'autre comme secrétaire, alors que tout était à plat. Ils l'ont fait. Mais nous nous en sommes indignés. À l'époque, vous avez certainement été au courant. Nous avons eu écho. Le règlement intérieur prévoit, en cas d'ambiguïté, au cas même où on pense qu'on devrait réinterpréter le règlement intérieur, c'est prévu. Il y a une disposition qui prévoit au-delà ils ont choisi de nous mépriser. Ben je l'explique. Non pas pour en pleurer, mais juste pour, moi je suis un élu du peuple, pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas la connaissance de tous ces détails, que voilà exactement comment... Voilà la situation. Donc le groupe parlementaire, à date, peut-être au sein des appareils, vous considérez que vous existez, mais au sein de la chambre basse du Parlement, vous n'existez pas. L'Union pour le changement existe. Merci de le préciser. Voilà, vous l'avez dit. Maintenant, allons donc sur le terrain de l'expression de cette Union pour le changement. Que s'est-il passé justement lorsque l'Union pour le changement est appelée à s'exprimer avec la candidature de l'honorable Nietzsche, qui s'est retrouvé malheureusement ou heureusement avec sa seule voix? Est-ce que l'Union n'a pas existé à ce niveau? Ou bien alors, les jeux d'appareil ont fait à ce que cette union ne s'exprime pas dans les urnes? La réponse est dans votre question et je vais l'évacuer rapidement pour parler des choses qui concernent cette union, qui sont de mon point de vue beaucoup plus intéressantes pour ceux qui nous écoutent. Allez-y. Lorsque vous-même vous dites qu'il y a un groupe de 16 et qu'il y a une activité électorale et qu'au bout, 15 restent ensemble, et c'est un qui sort du groupe. Et vous me posez la question, est-ce que le groupe, est-ce que l'union est intacte, est-ce que le groupe est intact? Je vous invite à un petit exercice d'arithmétique. Non, 16 moins 1. Ne nous arrêtons pas à l'arithmétique. On tire quelle interprétation? 16, s'il vous plaît. 16 moins 1, ça fait 15. Donc, si vous faites une soustraction de 1 dans 15, dans 16, il vous en reste 15. Et lorsqu'on vous demandera d'interpréter ce résultat, que diriez-vous? Exercice de mathématiques. Que le groupe de 16 a volé en éclat? Non, juste l'exercice de mathématiques. S'il faut rester dans la mathématique, j'ai dit, les 15 sont ensemble. On est d'accord? Non, mais pouvez-vous par interprétation, je rappelle que l'interprétation c'est de la mathématique. Nous sommes d'accord par interprétation.
vous diriez que ce groupe a explosé? Non. Vous avez donc la réponse. Non, mais la réponse, la question que le Camerounais se pose, c'est... Vous êtes Camerounais, et je viens, vous-même en tant que Camerounais, vous avez posé une question, vous y avez répondu. Voilà, Bibi, nous sommes sur un plateau où nous disons la vérité, je suppose. Mais nous parlons de mathématiques, il n'y a pas plus nous disons la vérité et où nous interrogeons les postures. Justement, la posture qui a été celle de l'Union pour le changement s'est exprimée, elle n'a pas suivi un membre de cette union-là. Et les Camerounais qui avaient mis beaucoup d'espoir honorable dans cette union pour le changement sont restés dubitatifs. Que s'est-il passé? Et c'est la question que moi je relais ici. Mais vous y avez déjà vous-même répondu. Je reprends. Oui. Si on a 16 choses et que les 16 choses décident de faire une chose et une des choses décide de faire sa route toute seule, est-ce qu'on va penser que ce groupe de choses a volé en éclats? Vous avez répondu non. Alors, moi, je voudrais vous demander, je vous parlais d'une puissance apprise tout à l'heure. Oui. Vous savez, quand on est dans une psychologique de l'impuissance apprise, on s'attend la plupart du temps à de la négativité, à de l'échec. Parce que les gens sont déjà psychologiquement moulés à voir échouer des choses. Et c'est pour ça que parfois, on confond le détail à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans un groupe de 16? C'est que l'un soit parti ou se soit comporté en marge, ait eu un comportement marginal, et c'est le mot qu'on emploie en français, oui. Marginal, ou que les 15 autres soient restés compacts. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les 15 autres sont restés compacts. D'ailleurs, je vais vous rappeler que d'ailleurs, cette compactation, je crois que c'est le terme qu'on emploie en génie civil, a existé avant même que le groupe ne se crée. En fait, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est juste la traduction matérielle, juridique, d'une chose qui existait déjà. J'espère que vous savez que nous avons travaillé, il y a 7 partis politiques, 7. Nous sommes au courant de la plateforme, oui. Qui ont travaillé pour une proposition de réécriture du code électoral. Mais regardez les partis qui font l'Union pour le changement à l'Assemblée. C'est le même. C'est le même. Oui. Mais voilà, qui, il y a encore quelques jours, défendait, a fait présenter ce texte, je ne sais pas, à des chancelleries. Donc, tout est intact, tout est dans l'ordre. Et je crois que c'est le lieu de rassurer les compatriotes, parce que je crois que l'une des choses que les Camerounais, ils ont raison, qu'ils ont exigé à l'opposition, c'est de travailler dans l'unité. Et nous avons, depuis un certain temps, enfin ça fait plus d'1 an maintenant, que nous travaillons tout au moins dans le cadre de la plateforme, nous sommes en train d'apporter la preuve à nos compatriotes de ce que c'est à nouveau possible. Et quand je dis c'est à nouveau possible, je pèse bien mes mots, parce que ça a existé par le passé. Vous savez, en 1992, si Ni John Frundi, qui est un personnage emblématique de l'opposition camerounaise, avait fait le résultat qu'il a fait, d'aucuns disent d'ailleurs qu'il avait gagné la présidentielle, c'est parce qu'il y avait eu une unité autour de lui. En 1992, la même année, il y a un détail qui échappe souvent aux Camerounais. C'est que cette année-là, l'opposition, ensemble, avait remporté plus de sièges à l'Assemblée nationale que le parti au pouvoir. Cette année-là. C'est par la suite qu'ils ont échangé les apportants gouvernementaux. Mais, et déjà, il faut même préciser qu'à cette élection, il y a 2 forces politiques prépondérantes, au moins, qui n'y avaient pas participé. Le SDF oui. Et l'UDC. C'est d'ailleurs pour cela, avec du recul aujourd'hui, il y a des gens qui disent que si ces partis politiques avaient participé cette année-là, la victoire de l'opposition aurait encore pu être plus forte, à un point d'ailleurs que le parti au pouvoir n'aurait pas eu des marges de dislocation de cette dynamique comme ça a été fait par la séduction des postes gouvernementaux. Mais ça, c'est du passé. C'est du passé, justement. C'est pour vous dire que oui. Ça existait par le passé. Et à l'époque, il n'y avait même pas des outils qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait même pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On n'a pas fait le passé, on connaît. Nous travaillons à revivifier des Camerounais, l'esprit de changement des Camerounais, et rien ne nous arrêtera, rien ne nous empêchera. Ce qui est important, c'est pas la fusion, mais c'est l'union, comme vous dites. Parce que travailler, être unis, ne veut pas dire que les entités politiques disparaissent. Ça ne veut pas dire que les formations politiques vont se fondre en une. Encore qu'on pourrait aller jusque-là. Mais ce qui compte, et c'est ce que 92 nous a montré, c'est l'unité d'action. Et nous avons commencé à apporter la preuve aux Camerounais de ce que nous pouvons nous unir
pour atteindre un objectif, nous pouvons nous unir dans une action. Et ça ne fait que commencer. Et c'est pour ça que nous les appelons à nous rejoindre, à nous accompagner, même pas à nous accompagner, à nous rejoindre pour ceux qui seraient encore dubitatifs, comme vous l'avez dit. Merci, honorable. Alors, nous allons sortir des jeux de pouvoir de l'Assemblée nationale pour justement nous rapprocher d'une actualité qui a beaucoup interpellé les Camerounais. Celle-là, c'est celle liée à cette fameuse grève des enseignants qui a été baptisée OTS. La question s'est posée, fallait-il, au péril d'une année blanche, poursuivre la grève, ou alors les mesures proposées par l'État du Cameroun, fallait-il les accepter? Des enseignants nombreux ont estimé qu'il fallait un temps baisser le pied sur l'opération Crémante, mais aujourd'hui, un mois après, des indiscrétions, des informations tirées à bonne source nous font savoir que la parole de l'État n'a pas été crédible et que jusqu'à date, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Quelle est votre appréciation de cette situation? Est-ce que vous estimez que les enseignants doivent justement revenir à une méthode plus dure, plus radicale, lorsqu'on évoque cette actualité? Il n'y a pas plus radical comme posture, comme mesure, que ce que le courage que les enseignants au sein de ce mouvement OTS ont montré. Ce ne serait même pas, vous savez, mais vous êtes journaliste. Le seul fait d'envisager qu'ils aillent au-delà, qu'ils fassent plus que cela, c'est déjà la preuve de ce que nous sommes dans une société mais complètement renversée, mais complètement à la ramasse. Parce que vous ne pouvez pas avoir dans une société comme la nôtre, le Cameroun, un État comme le nôtre, avoir l'un des segments les plus délicats de l'appareil sociétal, qu'est le corps enseignant. Ceux-là qui travaillent au profilage de la ressource humaine dont le Cameroun a besoin demain, après-demain. Ceux-là qui ont la charge de nos enfants. Ceux-là qui ont la charge, qui ont entre leurs mains la vie de nos enfants pendant le segment le plus important de leur vie. C'est-à-dire entre le moment où ils sortent de l'enfance, ils vont à l'école, jusqu'à ce qu'ils en sortent pour rentrer dans la vie active. Nous avons ce corps-là, ce groupe de personnes, les enseignants, qui gémissent devant nous. Et qui ne demandent pas quelque chose de bien compliqué. Ils ne demandent qu'à percevoir leur dû. Je rappelle que ce n'est pas une génération spontanée. On parle du secteur public. Tout à fait. On accède au corps enseignant public par voie de concours. Donc, c'est des gens qui ont été reçus à l'issue des concours officiels, qui ont été formés pour certains pendant 3 ans, pour d'autres pendant 5 ans, qu'on a vu venir. Et depuis un certain temps, par ailleurs, au Cameroun, nous sommes rentrés dans le budget programme. Donc, on a même programmé. Et maintenant que je suis à l'Assemblée, je sais de quoi on parle. Lorsqu'on vote le budget de N+1, on intègre les dépenses publiques, notamment la masse salariale, qui elle-même tient compte de l'augmentation du personnel public, de l'augmentation de la croissance de la taille du personnel public, des agents publics. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? Allons à l'essentiel. C'est que les procédures qui leur sont imposées sont engluées dans une corruption à nul autre pareil. C'est ce qui se passe. C'est que dans les bureaux où leurs dossiers doivent être traités, les gens n'ont pas fait leur travail. Plutôt que de traiter le dossier avec enthousiasme et professionnalisme, c'est d'autres choses qui ont été faites. Il y en a qui ont supporté, je ne dis là que des choses que tout le monde connaît justement. Il y en a qui ont supporté 10 ans. Mais parfois il faut se ressasser ces scandales, peut-être pour en prendre la pleine mesure. Parce que comment ça se fait même? Quelle honte! Quel désarroi! Quel désappointement! Comment un pays normal peut être arrivé à ce niveau? Et vous avez encore des gens qui se gossent, qui se pâment devant nous, sur des plateaux de télé, qui haussent les épaules, se prétendant pour certains être de hauts commis d'État
des ministres, tout ce que vous voulez, mais dont l'incompétence, la médiocrité, la corruption, la basse corruption est autant exposée aux yeux du monde entier. On n'aurait même pas dû faire un mois pour régler ce problème. Mais je les vois parader comme sur des tapis volants sur leur petite mesurette en disant non, le chef de l'État a dit ci, a dit ça. On est en train de voir comment on va faire ci, on va faire ça. Donc, la solution, elle est connue, M. Mbarga. C'est que ça change. Je dis aux compatriotes camerounais, je dis aux enseignants, œuvrez simplement pour que ces gens dégagent et que nous puissions construire notre pays. Mais bon, en attendant, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de leur dire ce qui est banal. C'est-à-dire que moi qui suis député, je vous dis que pour régler ce type de problème, dans l'urgence, pour que la honte ne nous accable pas plus que ça, c'est par exemple de réviser la loi de finances. C'est nous qui votons le budget à l'Assemblée. Il faut 200 milliards, je crois, pour éponger cela. Mais on engage, on fait une proposition, c'est même eux. Ils font un projet de révision de loi de finances. Et en une seule soirée, c'est réglé. Et on a dégagé l'enveloppe qui permet de régler cela. C'est aussi simple que cela. On n'a même pas besoin d'aller dans les lignes d'investissement, on révise. Et d'ailleurs, ça va envoyer un signal. Et à ces enseignants, et à nos enfants, et à l'opinion internationale qui nous regarde. Parce que c'est sur des détails comme cela qu'on juge du sérieux d'un État. Ça montrerait que nous avons pris conscience de la profondeur de l'erreur commise et qu'énergiquement nous avons pris des dispositions pour que non seulement ce soit corrigé, que ceux qui ont commis ces erreurs soient rectifiés et même punis au besoin, et surtout que ça ne se produira plus jamais. Justement, honorable, restons sur cette question et de toutes les symboliques qui peuvent en découler. Les enseignants se sont inscrits dans ce mode de grève, opération Crémotte. Des propositions leur ont été faites. Malheureusement, pour certaines, elles ne sont pas appliquées. Beaucoup de revendications restent non résolues. La parole de l'État, et j'y reviens de façon précise, semble tout au moins à ce niveau-là discrédité. L'État aurait perdu sa parole. Et justement, des enseignants que nous avons interrogés sont revenus sur un fragment des types de management qui aujourd'hui interpellent. Et je souhaite vraiment que vous répondez à ce niveau-là. On parle beaucoup dans le traitement de ce dossier des très hautes instructions qui ont été données par le chef de l'État. Et justement, lorsque la parole est discréditée, les hautes instructions du chef de l'État aussi sont discréditées. Comment est-ce que vous réagissez sur ce type de gestion du Cameroun auquel les Camerounais, dorénavant, désormais, sont accoutumés et doivent encore, et aux jours qui viennent, s'habituer? Alors, la gestion, la gouvernance par les hautes instructions. Est-ce que vous vous rendez même compte qu'on n'a pas besoin de donner de hautes instructions pour balayer la médiocrité? Si un président de la République, pour gommer l'incompétence, la médiocrité, la basse corruption, doit donner de hautes instructions, quelle sera la nature des instructions le jour qu'il devra faire face à un choc économique, le jour qu'il devra faire face à une attaque, à un réel problème, qui va en ce moment-là convoquer la haute instruction? Mais non, mais non. On est dans la gadgetisation du décret présidentiel, en tout cas des annonces présidentielles. Mais c'est le réchauffement d'une vieille recette, des temps anciens, immémoriaux, de la petite dictature, à la petite semelle en Afrique, du père de la nation. Voilà, il y aurait une sorte d'individu perché quelque part qui, lorsque le pays est complètement mélangé, un peu comme on dit en Afrique de l'Ouest, il sortirait donc un œil pour voir et balancerait, c'est pas par l'encolure d'une fenêtre, une instruction. Vous savez, le Cameroun est beaucoup plus sérieux que ça. Il faut qu'on sorte de ces scénettes-là. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça quand on était plus jeune, c'est-à-dire ces petits numéros pour faire rire. Sauf que ça ne fait même pas rire. Donc, la parole de l'État a perdu sa crédibilité depuis longtemps, et je pense que tout le monde le sait. Un des leitmotifs du PCRN, de la dynamique que nous portons, c'est l'État qui protège et qui libère les énergies. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Un État
doit être un abri sûr. Un État doit être un recours assuré. Un État, ça doit être un secours rassurant. Vous savez, pour ceux qui s'intéressent à certaines lectures, que ce soit le Léviathan de Hobbes ou Rousseau, enfin, tout ce que vous voulez, les mythes de caverne et tout le reste, l'État est un compromis. En fait, les humains, c'est quoi l'État? La naissance de l'État, c'est un consensus entre les humains qui se disent, créons une entité qui va incarner l'autorité qui va nous gouverner. Et cette entité, nous la mettons au-dessus de nous. Elle est notre abri. Elle nous protège. Elle nous régule. Elle nous permet de vivre dans la quiétude. C'est cela l'État. Donc ceux qui incarnent cette autorité de l'État, voilà leur mission. C'est de protéger. C'est de réguler. C'est de rassurer. C'est de secourir. C'est de recourir. En tout cas, lorsqu'un recours leur est adressé. Mais ce n'est pas l'État que nous avons. Et il faut bien comprendre, enfin, ça sert peut-être de transition anticipée. C'est que l'État que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut absolument réinventer le Cameroun. Il faut réinventer le Cameroun. L'État que nous avons, je vais vous expliquer, l'État que nous avons est un avatar post-colonial. En fait, évidemment, avant d'être indépendants, nous étions des territoires sous domination, colonisés. Lorsqu'en 1959, les Nations Unies décident d'accorder l'indépendance aux territoires colonisés, ceux qui avaient en ce moment-là exerçaient leur domination sur ces États ont préempté la naissance des États et ont créé des États dont la vocation n'était pas de secourir et de protéger ceux qui avaient appelé à l'indépendance, mais de continuer à servir les intérêts de ceux qui avaient dominé. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, encore hélas, comme central, personnel de l'État, en tout cas au haut niveau, ceux qui incarnent l'autorité de l'État, les descendants, entre guillemets, de cette génération. En fait, c'est des gens qui ont installé la rente au sein de l'État, dont la seule préoccupation est de se perpétuer dans la rente, est de perpétuer leur domination. C'est pour cela que vous entendez des phrases, mais toutes bêtes et idiotes, du genre, la peur du policier, c'est le commencement de la sagesse. C'est des choses qui sont répandues dans la société, mais en fait, le policier, c'est l'État. Mais on vous dit que le commencement de la sagesse, c'est la peur de celui qui doit vous protéger. Mais ça vous renseigne de ce que, en fait, son rôle, c'est pas de vous protéger. C'est de vous piller, c'est de vous intimider, c'est de vous écraser. C'est pour cela que cet État peut se montrer aussi condescendant, aussi détaché. Alors, lorsque un segment de son corps, qu'est le corps enseignant, est dans le désarroi, vous voyez ceux qui incarnent l'autorité de l'État se comporter de cette façon. Mais de quel crédit voulez-vous que cet État jouisse auprès d'un segment de son corps, d'un membre de son corps qui se sent amputé, qui n'est plus vascularisé? Ben, c'est comme si vous demandiez justement à un membre de votre corps qui ne reçoit plus la dose de sang nécessaire pour obéir au cerveau, d'obéir toujours au cerveau. Alors, ce n'est pas possible. Une fois que le constat est fait que la parole de l'État a perdu de sa superbe, de son crédit, que le Cameroun, ou alors l'État fonctionne par sous haute instruction, comme c'est la désignation convenue aujourd'hui, est-ce que... Non, elle est convenue par personne. Hein. Elle est acceptée. Non, absolument pas, s'il vous plaît. Je dis, par respect pour ma personne, on est accepté par personne. Maintenant, allez dire ça à ceux qui signent ces documents fantaisistes-là, la signature sont limitées. Écoutez, c'est la diversion, tout ça. Un président de la République qui gouverne, il prend des décisions, il signe... Permettez que je pose la question qui découlait de ce constat. Les hautes instructions sont une réalité, elles s'appliquent honorable. Nous voyons leur effet au quotidien. Mais la question que je pose, c'est que lorsque ce type de management est convenu, est-ce que le bateau Cameroun, ou alors l'État Cameroun, devient sous pilotage automatique? Écoutez, je crois que, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, en avion, ou ceux qui ont l'occasion de voyager en avion, ou qui se sont intéressés à l'aviation, ils apprendront que quand l'avion prend de l'altitude, on le met en pilotage automatique. Donc on enregistre des paramètres
et puis l'avion, il vole tout seul. Les pilotes peuvent même vaquer, peuvent se reposer, enfin, se relayer dans le repos. Ils restent éveillés juste pour surveiller, quoi. Mais si le Cameroun fonctionnait en pilotage automatique, il serait aussi stable qu'un avion en altitude. Le Cameroun est dans la turbulence. C'est que tout est détraqué, justement. Ça, c'est pas du pilotage automatique. C'est de la chute. Vous savez, quand l'avion décroche, oui, c'est qu'à un moment, il y a un paramètre qui ne fonctionne pas. Donc, on n'est pas en pilotage automatique. On n'est pas en pilotage du tout. Voilà. On n'est pas en pilotage du tout. C'est que l'avion est abandonné à lui-même. Il n'y a plus de pilote. On n'a pas enregistré de paramètres. Quand même on les aurait enregistrés, ils sont erronés. Donc, l'avion est en train de tourbillonner dans un gros nuage. Et vous et moi qui sommes à l'intérieur, OTS, tout ce que vous voulez, nous nous cognons les têtes autant que nous pouvons. Nous nous agrippons à ce que nous pouvons. Et dans tout ça, on continue à vous dire qu'il y a de hautes instructions. Mais c'est ça qui est amusant dans l'affaire. Et vous y croyez? C'est ça. Déjà, il est étonnant qu'on vous dise qu'il y a instruction dans ce truc. Mais quand vous y croyez, c'est encore plus grave. Merci, honorable Cabral Libi. Nous allons prendre la première halte et la seule de cette édition pionnière de Face à l'actu et revenir tout de suite après pour parler justement de l'idéologie ou alors du support idéologique qui soutient votre action politique. Vous l'avez présenté récemment. Il s'agit de l'ouvrage intitulé Fédéralisme communautaire. Enjeu, défi, les questions se posent. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'actu de ce 4 mai 2022. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige, l'honorable Cabral Libi, le président du PCRN est toujours avec nous. Et avec lui, nous allons revenir en grandeur nature sur l'élément qui nous interpelle ce soir. Nous parlons là du fédéralisme communautaire. Honorable, c'est une publication qui a beaucoup fait réagir. Votre prise de position sur... Votre prise de position sur la gestion, sur le projet Cameroun, vous le voyez en fédéral et en communautaire. Qu'est-ce qui motive cette pensée? Ben écoutez, je vous le disais tantôt, en tout cas, à un moment de l'émission, le Cameroun doit être réinventé. Il faut avoir le courage de cela. Oui. Quand je dis réinventer, parce que, reconnaissons-le, il a été inventé par le passé. Je vous le rappelais tout à l'heure que au moment où nous arrivons aux indépendances, un État doit naître. Mais comme ça peut arriver à des choses qui voient le jour, bon nombre d'États africains, si ce n'est la grande majorité, dont le Cameroun, sont nés avec un vice de fabrication. Le vice d'impuissance. En fait, au moment où l'État naissait, dans la mécanique que je vous ai brossé tout à l'heure, en disant, un État, c'est un pouvoir, c'est un territoire, c'est un peuple. En principe, un peuple qui décide de se constituer en État, donc s'affranchit du joug et de la domination de l'autre, doit pouvoir se concerter afin de définir sa destinée commune. Malheureusement pour nous, au moment des indépendances, nous n'avons pas eu ce temps-là. Et dans cet empressement est né, comme dans la plupart des cas en Afrique, un État guindé, oui, un État hors sol, un État désenraciné, un État extraverti. Parce que les contours de cet État n'ont pas été dessinés
par les occupants de ce territoire, mais par d'autres. Ils ont donc programmé une machine qui ne pouvait qu'échouer. Et c'est l'un des traits d'échec que nous essuyons avec la crise anglophone. Oui. Donc, c'est le moment, c'est pour ça que nous avons dit dès le grand dialogue national, au moment où le concept de fédéralisme communautaire est né, nous avons dit cette crise, par l'explosivité qu'elle connaît, offre une opportunité historique au peuple camerounais de réinventer sa destinée commune. Et en ce moment, donc, nous avons proposé le fédéralisme communautaire. J'explique. Oui. Parce qu'il y a deux termes. Il y a le fédéralisme et il y a la communauté. Les deux termes d'ailleurs font jaser. Chacun a ses raisons. Commençons par le fédéralisme. Le fédéralisme, comme beaucoup de mots français qui se terminent en isme, est d'abord une doctrine. C'est d'abord une idée de l'État, une idée de la société. C'est d'abord une philosophie d'organisation de la société. Et que préconise cette philosophie d'organisation de la société? Ça donne des mécanismes d'organisation politique d'une société au sein de laquelle règnent plusieurs entités singulières. Oui. L'objectif étant donc de créer les conditions de convergence et de vivre ensemble dans un espace partagé de toutes ces entités singulières. C'est ça, le fédéralisme, du point de vue doctrinal, oui, du point de vue philosophique. Maintenant, ce fédéralisme-là, convoqué philosophiquement, s'incarne donc, le mot est d'ailleurs mal choisi, le verbe, s'incarne, mais encore que, s'incarne donc dans l'État. Et en ce moment, l'État, lui, devient fédéral. Oui. En ce moment-là, cet État devient fédéral. Il devient donc un sujet de droit. Mais comme je vous l'ai dit, chaque État naît avec ses réalités, avec son identité, avec son moi propre. Et son fédéralisme tient compte de son identité, de sa particularité. C'est pour cela que le fédéralisme américain, ce n'est pas le fédéralisme libanais. C'est pour cela que le fédéralisme belge n'est pas le fédéralisme espagnol. C'est pour ça que le fédéralisme sud-africain n'est pas le fédéralisme tanzanien, n'est pas le fédéralisme éthiopien ou suisse. D'ailleurs, il y a des États qui appliquent le fédéralisme sans se faire appeler nominativement État fédéral. C'est par exemple le cas de la Tanzanie. Mais j'y étais encore il y a peu. Vous arrivez à Dar es Salaam, vous avez justement Tanganyika, parce que Tanzanie est née de Tanganyika et de Zanzibar. Ces deux entités ont chacune un fonctionnement propre. Mais si vous tapez sur Internet, vous ne verrez même pas République fédérale de Tanzanie. Alors, je vais encore plus loin. Oui. La Belgique. Oui. La Belgique, Wallon-Flamand, c'est les Wallons, c'est les Flamands et les francophones. Et ces trois régions qui sont communautaires. Mais tiens, je pris l'exemple de la Belgique pour faire la transition avec la communauté. Alors, la question qu'on se pose, c'est que l'État du Cameroun, au moment de sa naissance, pouvait-il convoquer une meilleure philosophie d'organisation de l'État que le fédéralisme? La réponse est non. Le choix qui aurait dû être fait aurait dû être le fédéralisme. Pourquoi? Parce que c'est bien le Cameroun qu'on appelle Afrique en miniature. Si le Cameroun se fait appeler Afrique en miniature, ça veut dire qu'en son sein, il regroupe toutes les particularités géographiques et culturelles de l'Afrique. Même sociologique aussi. Sociologique. Effectivement, la question multiculturelle, elle est fixée sur la question sociologique. Ça veut dire qu'un tel peuple, qui fait montre, qui affiche un visage aussi bigarré, aussi diversifié, aussi varié, ne pouvait que convenir à une philosophie fédéraliste, ce qui n'a pas été fait. Mais parce que justement ceux qui travaillaient sur ces questions n'étaient pas préoccupés par ça, ça ne les intéressait pas, ils avaient autre chose en vue. En 61, il a fallu régler, un an après la proclamation de l'indépendance,
Il a fallu régler encore un problème urgent. À ce niveau, la lecture politique de 61, elle n'était pas celle d'aujourd'hui. Il fallait d'abord rassurer l'État, saisir l'État. On ne pouvait pas se permettre de commencer à décentraliser ou alors à fédérer, d'autant plus que 61, 72, c'est l'État fédéral. Mais ceux qui tenaient le pouvoir se sont rendus compte qu'il fallait justement revenir à l'État unitaire pour justement que l'État ne s'égare pas. Peut-être c'est une lecture qui s'appliquait à ce moment. Pour venir au fédéralisme, je vous pose la question. Comment vous me dites qu'ils ont eu un problème à fédérer? C'est quoi fédérer en français? Rassembler. Rassembler. Mais d'où vient-il qu'on ait un problème au moment où on constitue un État à rassembler les entités qui constituent cet État? Mais c'est ça qui est étonnant dans le raisonnement que vous défendez. C'est que justement, le mieux à faire, c'était de construire un État qui rassemble. La preuve aujourd'hui, il y a eu déficit de rassemblement, il y a la guerre du Nozo. Mais ça, c'est même pas celle qui l'enseigne le mieux. Parce que là-bas, oui, il y a deux systèmes qui se bagarrent. Oui. Le système francophone qui rejette, le système anglophone qui rejette le système francophone. Mais lorsque vous avez des gens qui se bagarrent à la hache, à la flèche, Mousgoum arabe choix, Mousgoum arabe choix, ça veut dire que vous avez raté à les rassembler. Vous avez échoué à les rassembler. Il faut avoir le courage de le reconnaître et de formuler la thérapie qu'il faut. On parle, vous avez évoqué dans votre libellé, vous avez clairement explicité le fédéralisme. La question, l'option du fédéralisme a déjà été choisie et proposée aux Camerounais par des formations politiques concurrentes à la vôtre. Mais les Camerounais ont fait des choix qui n'allaient pas dans ce sens. Ils ont préféré l'option unitaire. Est-ce que vous croyez qu'en ajoutant communautaire, les Camerounais seront plus enclins à vous suivre? Mais allons-y. Les Camerounais ont fait un choix en 1972. Oui. Il y a eu un référendum, je crois. Oui, ils ont choisi, oui. L'État unitaire. Okay. Ce qu'ils ont donc choisi nous plonge dans la guerre. Le choix fait donc en 72 oui. plonge le Cameroun dans la guerre. On est d'accord? On est combien d'années après 72? Ben 82, 92, 2002, 2012, 2022. On est 50 ans exactement. 2016, après, 2016 les troubles. 50 ans après, oui. Vous et moi, 50 ans après, le choix que vous semblez applaudir des deux mains. Non, comme nous constatons, on ne dit pas. A donc volé en éclats. Et nous, on dit, il y en a donc qui disent, revenons au choix de 61, qui est déjà un choix fédéraliste, mais un fédéralisme qui vise à fédérer uniquement ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Oui. Parce que l'accident de l'histoire a voulu qu'en 1916, que l'Allemagne qui nous avait colonisés perde la Première Guerre mondiale et que les vainqueurs qui étaient les uns français et les autres anglais se partagent donc cette portion de territoire qui était donc tombée entre les mains des vainqueurs comme un butin de guerre. Et que entre 1922, lorsque le partage là est fait, et 1959, lorsqu'on proclame les indépendances à l'ONU, ben, beaucoup de choses se sont sédimentées. Justement, deux cultures se sont installées. Il y avait la culture francophone, celle de l'indigénat, et la culture anglo-saxonne, celle de l'indirect rule. Donc, en 1960, il y a un problème. Et on ne pense qu'à les fédérer, ces deux blocs. Et nous nous disons, cette fédération-là, bien que résolvant un problème à l'époque, avait déjà elle-même un autre vice de fabrication. C'est qu'elle fédérait deux groupes qui s'identifiaient à deux langues étrangères. On aurait pu saisir aussi cette occasion pour régler le problème. Mais il y avait plus urgent. Nous disons donc, le temps est venu de régler définitivement cela en fixant l'État sur la communauté. Je n'avais pas encore défini la communauté parce que la plupart des gens qui diffusent de la fausse information et de la fausse interprétation, ben, cette bonne guerre, au sujet de notre proposition, ben, s'arc-boute justement sur la communauté qui est un mot valise. Il faut le reconnaître, dans lequel chacun loge ce qu'il veut, de pernicieux quand ça l'arrange, de constructif quand il veut. Mais justement, hélas, c'est cela. Mais la communauté, c'est quoi? C'est pas un tabou, c'est pas un monstre. Je rappelle qu'au Cameroun, la communauté a déjà accédé au rang, a déjà acquis une personnalité juridique. Oui. Vous savez qu'en matière forestière, on parle de forêt communautaire. C'est une loi qui attribue à la communauté la propriété d'une forêt. Ça, vous le savez. Tout à fait. D'accord. Vous savez que un homme politique au Cameroun
a écrit en 1987 un ouvrage publié aux éditions Pierre-Marcel Favre intitulé « Le libéralisme communautaire ». Oui. Ah, tiens, continuons. Ben, vous savez que la CEMAC, parce que quand on dit CEMAC, beaucoup oublient que le C là, de CEMAC, Communauté. c'est la communauté. Donc ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un monstre. La communauté, c'est quoi? La communauté désigne un ensemble composé d'entités qui ont des affinités. C'est ça la communauté. C'est d'ailleurs pour ça que certains vont même jusqu'à communauté internationale, qui disent que désormais, puisque nous sommes dans le grand village, nous avons créé des liens affinitaires, oui. Nous serions donc aujourd'hui une communauté. Revenons donc au cas du Cameroun. Il y en a qui vous disent que la communauté c'est l'ethnie. Il y en a qui font ce raccourci, qui vous disent mais non, la communauté c'est l'ethnie. Je dis mais il n'y a rien de plus absurde. L'ethnie se distingue principalement par une chose, la langue. On est d'accord? Nous sommes d'accord, oui. Ok. Si je dis donc que si je prends un groupe affinitaire, Oui. les Wondo, le Boulou, les Ton, Oui. les trois forment quoi? Une ethnie ou une communauté? C'est une communauté. Ah tiens, ce mot ne vous fait plus peur. Non, Mais si je prends... c'est une communauté. Allons-y. Oui. Si je prends le Bafang, le Bafoussam et le Banganté, les trois forment quoi? Une communauté. Oui. Mais ce n'est pas une ethnie. C'est trois ethnies qui font une communauté. Ça, c'est une première ligne d'explication. Mais allons au concret maintenant. Concrètement, oui. Nous disons ceci. Concrètement, la première chose qu'il faut faire au Cameroun, c'est d'annuler les 10 régions. Annuler les 10 régions, parce que le tracé des 10 régions au Cameroun n'obéit à aucune logique pertinente. Nord, sud, est, ouest, c'est des points cardinaux, on les respecte. Mais ça ne renvoie à rien qui parle aux Camerounais. En revanche, je vous invite à une simulation de l'esprit où on annule les 10 régions, on reste avec les 58 départements et les 360 arrondissements. Oui. Et dès cet instant, vous vous rendez compte que ça nous parle. D'abord par les noms. Commençons par les arrondissements. Mais c'est le lieu de rappeler aux uns aux autres que des arrondissements au Cameroun portent les noms des ethnies et que personne ne s'est arraché les cheveux pour ça. Douala, c'est le nom d'une ethnie. Quand vous dites je m'en vais à Douala, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Ewondo. Quand vous dites je m'en vais à Bafia, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Eton. Oui. Quand vous dites je m'en vais à Bafang, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Bassa. Ah ben oui, c'est des noms des ennemis. À ce niveau, nous sommes d'accord. Ah mais tiens, Il n'y a pas encore de polémique à ce niveau. Mais il y aura de polémique nulle part, justement. Allons maintenant, sauf dans les têtes de gens qui s'imaginent ce qu'ils veulent. Allons maintenant au niveau des départements. Oui. Ah ben, alors à ce niveau, vous avez quelque chose qui change. Vous avez par exemple un département comme la Sanaga maritime, Oui. qui est pluriethnique. Vous avez les Bassa, vous avez les Bakoko, vous avez les Bassors, vous avez, bref, le groupe Babimbi, ainsi de suite. Enfin, c'est les Bassa. C'est une communauté. C'est une communauté. Je vous rappelle que ça va même presque jusqu'au niveau de la région, notamment la région de l'Ouest, qui a 8 départements, dont 7 sont communautaires, sont bamélékés, Oui. communautaires. Et nous nous disons donc, refixons le Cameroun sur ces départements. Sur ces départements. Donc, on n'aura plus 10 régions, mais 58 régions. Non. Ça va faire trop. Oui. On va venir. Permettez que je pose la question. Finissez. Là, on Permettez-moi d'achever simplement cette simulation. Achevez la simulation. Maintenant, à ce niveau-là, nous agglomérons ce qui est agglomérable. Donc, on n'est pas obligé de rester avec 58 régions. Oui. On peut, par exemple, mélanger, c'est-à-dire unir ou fondre Mayo Kani, Mayo Danaï. C'est exactement les mêmes qui sont d'un côté comme de l'autre. On pourrait très bien unir le Dja et le Bon et l'Anvila. Oui. C'est les uns, les mêmes qui sont d'un côté et de l'autre. Comme on pourrait très bien unir la Mofouyakono, le Nyon-Esso, par exemple, parce que sur ces exemples que je vous prends, vous noterez qu'il y a une continuité territoriale. Oui.
au bout de cet exercice, vous auriez maximum 30 régions. Vous seriez donc proche, c'est vous qui avez pris l'exemple tout à l'heure, du cas suisse. Et vous réaménagez donc... Avec les cantons. C'est ça qui donne donc corps, oui, les Suisses, ils ont des cantons. C'est ça qui donne donc corps à ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Et là encore, il faut que j'explique. C'est quoi la décentralisation aboutie? Qui n'est pas le fédéralisme communautaire. Non, mais c'est ça. C'est une autre appellation, le fédéralisme communautaire. C'est ce que je vous explique. Fédérer les communautés, tout en les fédérer autour d'un pays, tout en permettant donc à chaque communauté de se prendre en charge. Il n'y a pas meilleur moyen de libérer les énergies. Je vous explique. Lorsque vous prenez... prenons le cas espagnol, par exemple. Oui. Je préfère aller au cas espagnol. L'Espagne a 17 régions. Savez-vous que les 17 régions sont communautaires? Oui. Mais vous ne le saviez pas. Il y a des régions qui... Mais je vous dis que toutes ces régions, ça s'appelle même province, je crois, sont communautaires. Je vous disais donc... Basque, catalan et autres. C'est donc à ce moment qu'il faut construire la décentralisation aboutie. Je voulais vous l'expliquer avant d'aller en Espagne. Un État, c'est 3 composantes. C'est ça qu'on apprend aux enfants dans les écoles de droit. C'est le territoire, un pouvoir, oui, et une population. Oui. Au Cameroun, le pouvoir s'est décentralisé au travers des délégués régionaux, délégués départementaux, des ministères et ainsi de suite. Le territoire s'est décentralisé, notamment au travers de la préfectorale. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on appelle sous-préfet chef de terre. Alors, ça peut être une vision honorable. Mais attendez que j'achète donc justement... L'État se décentraliser aussi avec les instruments de décentralisation. La politique commence toujours par une vision. Anyway, toujours. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est par là que ça commence. Et puis, troisième segment, troisième composante de l'État, la population. En fait, au Cameroun, autant le pouvoir et le territoire sont décentralisés, ce qu'on appelle d'ailleurs aussi la déconcentration, oui, autant la décentralisation n'a jamais touché le peuple. Parce que justement, en donnant naissance à l'État, on a ignoré l'aspect démotique. Démotique vient de démos, peuple. Oui. Donc l'aspect peuple. Et c'est ce que nous voulons corriger. On a créé un mirage de semblant de décentralisation, justement, qui est axé autour du territoire tenu par la préfectorale. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une petite entourloupe. Vous avez qu'il y a exactement un nombre d'arrondissements qui correspond exactement au nombre d'arrondissements, au nombre de communes. Oui. Il y a autant de sous-préfets que de maires. Oui. C'est fait à dessein. C'est pour créer la confusion. On crée un nombre de régions. D'ailleurs, il y a homonymie à ce niveau. Attendez. Il y a la région administrative au sens déconcentré, qui est tenue par le gouverneur. Oui. Et il y a la région décentralisée, qui est tenue par le président de région. Là encore, on crée une homonymie et une confusion de tout. Parce qu'on ne veut pas accepter de décentraliser vers le peuple. Pourtant, l'Espagne, la Belgique, dont je viens de vous parler, j'étais en Belgique récemment, juste pour vérifier cela. J'ai été reçu, non seulement par un membre du Parlement fédéral, mais un membre du Parlement communautaire. Oui. Savez-vous qu'en Belgique, les 3 régions belges disposent chacune d'un parlement appelé, comme je vous l'ai dit, Parlement communautaire. Oui. Nous n'inventons donc pas la roue. Et c'est ça qui fait, monsieur Mbarga, que l'Afrique du Sud est aussi forte qu'elle est. Parce que c'est un pays fédéraliste. Mais avec beaucoup de flambées ah ben vous n'avez même pas de flambées, de xénophobie et autres en interne. Vous n'avez même pas eu besoin d'être fédéraliste pour avoir la guerre aux noseaux. Justement. Donc ne m'agitez pas de torchon rouge. Enfin, je suis un peu flatté, ça me fait plus peur. Mais je vous dis ceci. Je vous dis que c'est ça la solution. Là encore, je viens de fixer la fondation. Maintenant, prenons des cas simples. J'ai appris aujourd'hui en entrant ici, j'ai vu ça circuler, que le FMI vient au secours du Cameroun, oui, avec 62 milliards pour la nourriture. La nourriture. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est scandaleux. Nous allons donc nous endetter de 62 milliards. Pour les investir où? Dans quelle nourriture? Mais pour acheter encore, pour importer la nourriture. Ce sera pour importer la nourriture, malheureusement. Est-ce que vous vous rendez compte que, en faisant un état de décentralisation abouti, de réelle décentralisation aboutie,
vous pourriez créer la spécialisation. Similaire au fédéralisme communautaire. Oui, mais d'accord, pour que ceux qui nous suivent restent sur la même c'est dans cet ouvrage, qui est d'ailleurs en français et en anglais, c'est clairement présenté là-dedans. C'est que, justement, imaginez une spécialisation communautaire en matière agricole. Oui. Essayez de voir les énergies que vous pourriez libérer. Vous avez les énergies agricoles que vous pourriez libérer. Les énergies pharmaceutiques que vous pourriez libérer. Je ne prends que ce cas parce que le coronavirus vient de passer. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si vous avez aujourd'hui une assise communautaire de l'État, ça veut dire que vous créez les conditions d'éclosion des savoir-faire spécifiques aux différentes communautés. Est-ce que vous savez qu'en procédant de la sorte, vous pourriez faire de la Mbumba Ngoko, où il y a une communauté pygmée, par exemple, qui maîtrise les vertus pharmaceutiques des herbes. Oui. Est-ce que vous savez que vous pourriez en faire un pôle pharmaceutique? Nous sommes d'accord. D'industrie pharmaceutique. Là, on parle de la planification déjà. Parce que là, on a parlé de 62 milliards, M. Mbarga. Oui. Est-ce que vous savez que le maillot d'Anaï pourrait devenir un pôle de production de riz? Que la Sénégal maritime et le Nyongekele, éventuellement mis ensemble, pourraient devenir un pôle de production de l'huile de palme? Est-ce que vous savez que vous pourriez démultiplier comme ça des pôles de production agricole? Et vous pourriez avoir plusieurs types de pôles. Parce qu'à ce moment-là, vous auriez assis, posé les racines de l'État sur ce qui fait sa richesse. En fait, ce que je veux vous dire, oui, c'est que Dieu n'était pas bête en créant les États comme il les a créés. Contrairement à ce qu'on raconte aux gens, mais ça c'est la théorie économique la plus répandue, c'est qu'on dit un État est pauvre et un État s'enrichit. En fait, moi je vais vous dire, plus un État s'enrichit au sens du discours courant, en fait, plus il s'appauvrit. Parce qu'il exploite sa richesse. En fait, vous êtes riche ou vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas lorsque vous commencez à transformer votre richesse que vous devenez riche. Non. Vous commencez simplement à tirer profit de votre richesse. C'est pour ça qu'il m'arrive de dire aux gens, par exemple, que l'Arabie Saoudite n'était pas pauvre avant de commencer à exploiter le pétrole. Non. Il était riche de son pétrole, mais ne l'exploitait pas. La différence. Le problème du Cameroun, c'est là. Votre richesse, c'est la communauté avec ce qu'elle renferme. Vous avez fait le choix de l'envoûter. Vous avez fait le choix de l'asphyxier. Vous avez fait le choix de l'étouffer. Alors, on a un texte de construction d'un État hors sol. Revenons d'un État sans souche. Revenons sur arriver nulle part. Le fédéralisme communautaire tel que vous l'avez décliné, c'est un ouvrage qui a beaucoup fait réagir. Et d'éminents juristes de cette République, même membres du barreau, ont estimé, écrit même aux autorités que l'ouvrage soit interdit de parution. Il a été comparé aux malheureux Mein Kampf de Adolf Hitler. Justement, on parlait de stigmatisation, on parlait de l'empêchement, de l'imitement d'un État, alors que la construction, en fait, ceux qui étaient dans cette logique-là ont mis en avant la construction de l'État fédéré, c'est-à-dire essayer de rassembler. Vous avez vous-même de la peine à trouver. Non, je trouve le mot renseigner sur ce que ces gens balbutient. Non, ils ne balbutient pas, honorable. Juste mais dans ce cas, dites clairement ce qu'ils disent. Parce que j'arrive pas à vous capter. Maître Chungong, pour ne pas je vous ai pas demandé un nom. Oui, je peux de me synthétiser ce qu'il dit. C'est le Sambédigui et autres ont pris la plume pour justement s'exprimer sur la question et ont estimé que c'était une dangereuse dérive de ne pas achever la construction d'un État unifié, mais déjà de le fragmenter en de petits pôles qui pourraient, au finish, désagréger l'État en citant des exemples soudanais et éthiopiens. Alors, s'il avait fallu que je recherche la caution des personnes que vous avez citées... Oui. Pour des exemples parmi tant d'autres. Je me reprends. Oui. S'il avait fallu que je me mette d'abord à rechercher la caution des gens que vous avez cités pour entrer en politique ou pour agir en politique, il est clair que le PCRN n'existerait pas et qu'il n'aurait pas 5 députés et qu'il n'aurait pas de maire et qu'il n'aurait pas de conseillers municipaux. Parce que les deux que vous citez, je précise que c'est des exemples. Oui. Oui, ils ont certainement des faits d'armes dans leur métier respectif. Le premier pour avoir été un éminent avocat, et vous le dites si bien. Oui. Mais je doute qu'il soit un parangon d'offres idéologiques pour le Cameroun. J'en doute. Le second, il a des faits d'armes administratives. Je crois même que par le passé, il a été DG de quelque chose et on sait où c'est. Mais ça, c'est pas le plus important. On en reparlera un jour.
Mais je crois qu'il est lui-même président d'un parti politique et il est conseiller municipal. Et je suis sûr que c'est une colle que je vous ferais si je vous demandais où. À mon télé? Ah, ok. Tant mieux. Vous êtes suffisamment cultivé sur ce coup. Mais moi, je serais même incapable de vous dire exactement dans combien de communes il y a tous les conseillers municipaux du PCRM. Donc, vous savez, c'est ce que j'appelle l'impuissance apprise. Vous ne pouvez pas demander à Michael Jackson, de son vivant, lorsqu'il créait le moonwalk, d'aller chercher la caution, la validation de son moonwalk chez... je cherche un musicien camerounais. Chez Manu Dibango? Non, sans façon. Vous connaissez? Ah mais c'est un musicien camerounais. Honorable. C'est qui parlait de respect. Les personnes citées, la personne... Je respecte les catégories. Oui. Vous voyez que vous ne pourriez même pas mimer une chanson de sans façon. Ni mettre un visage. Ben moi je peux. C'est juste vous dire à quel point je le respecte. Il chante la femme de Allah, maman voûtée avec le mbongo, chobi, les wanjamoto, petit poisson. Ça c'est un extrait de sa chanson. C'est vous dire que moi je suis respectueux de tout ce qui est artistique, mais respectueux aussi des catégories. C'est pour cela que je vous dis, avec insistance, de façon itérative, que vous ne pouvez pas convoquer des gens. Là, vous faites des similitudes avec des équipes politiques, des personnes. Maintenant, je voudrais que des gens qui ont eux aussi publié des offres politiques, concurrentes à la nôtre, prennent position vis-à-vis de la nôtre, et qu'on fasse donc une comparaison entre ce que nous nous proposons et ce que eux ils proposent. Parce que je crois que le Cameroun fait face à des difficultés. Sur les constats, nous sommes au même niveau. Sur la formulation des solutions, ben hélas, il y en a qui deviennent des distributeurs de bons et de mauvais points et qui se permettent effectivement de suggérer que des ouvrages qui ne sont pas encore publiés et qu'ils n'ont même pas vu de leurs yeux, en dehors des couvertures qui circulaient à l'époque sur Facebook, demandent que de tels ouvrages sur le fondement seulement du titre c'est le principal soit interdit. Et il le demande à qui? À quelqu'un qui lui-même avait déjà écrit le libéralisme communautaire. C'est vous dire l'intelligence de la posture et de l'initiative. Non, mais moi je vous dis, vous savez, on a souvent laissé des gens dire tout et n'importe quoi. Nous, on a fait une proposition. Nous attendons des critiques pertinentes, défendables, soutenues par ceux qui ont même pris connaissance de ce que nous disons. Mais si les gens sont dans le déversement de leur lubie et de leur rêverie, c'est leur problème. Encore qu'ils ont le droit de supporter des candidats concurrents aux nôtres. Mais c'est ce petit jeu malsain qui est que les gens sont concurrents, soutiens et supporters de nos concurrents, se substituent à leurs concurrents qui, eux, devraient donc, eux, assumer la confrontation avec nous, leurs concurrents, se logent donc dans leur statut corporation professionnelle pour balancer des histoires sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas comme ça qu'ils servent leurs concurrents au cas où ils en auraient. Et c'est pas comme ça qu'ils servent la société. C'est pas comme ça qu'ils édifient les masses. En tout cas, j'imagine que c'est l'intention qu'ils ont derrière tout cela. Nous avons une offre que nous défendons courageusement et que nous ne demandons qu'à confronter et à éprouver face aux propositions concurrentes. Si elles sont meilleures, ben on va se faire. Sortons de cet aspect. Revenons au livre lui-même, le fédéralisme communautaire. Beaucoup, une fois qu'ils ont eu le livre en possession, après l'avoir lu, ont émis un avis divergent de celui qui est le vôtre et ont parlé sur certains aspects d'un repli identitaire. Lorsque l'on interroge justement comment est-ce que vous définissez cette formule de l'État, cette version de l'État en parlant des régions, peut-être en les réduisant, mais beaucoup estimaient aussi que c'est faire la part belle aux ethnies, aux replis et de façon insidieuse tuer le processus d'intégration qui est actuel aujourd'hui. Mais il y a autour de notre ouvrage quelque chose d'incroyable. Ceux qui critiquent l'ouvrage imputent à l'ouvrage des choses qui existent déjà. Prêtent à l'ouvrage l'intention de déclencher des dérives qui ont déjà pignon sur rue. Lorsque les nordistes ont demandé à ce qu'on refasse le concours de l'école normale, c'était le fédéralisme communautaire. Lorsque le LACAM fait des publications pour revendiquer plus de postes pour les Bamileke, c'est le fédéralisme communautaire. Lorsque récemment,
le secrétaire général de la présidence de la République, a demandé à une entreprise, la Sodécoton, enfin l'a interpellé. L'a rappelé de respecter les équilibres sociologiques. C'était toujours le fédéralisme communautaire. Tous les discours tribalistes et haineux que les uns se revendiquant de certaines ethnies tiennent à l'égard d'autres ethnies, dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé et de radio, dans les journaux, c'est le fédéralisme communautaire. Mais non. Le fédéralisme communautaire, c'est le dépli communautaire. C'est pour cela que l'un des principaux axes du fédéralisme communautaire, et c'est bien défini dans l'ouvrage, oui, c'est l'intégration nationale. Et comment elle s'exprime? Mais je vous explique comment ça se fait. Il y a plusieurs leviers d'intégration nationale. Mais c'est un schéma qu'il faudrait que je vous explique. S'intégrer, c'est se connaître. Je vais prendre encore un exemple banal. Si on vous dit demain que vous devez aller en mission de couverture en Suède, l'un des réflexes que vous aurez sera d'en apprendre un peu sur la Suède. Tout à fait. Et même quelques mots suédois. Pourquoi vous le ferez? C'est dans l'intention de vous intégrer. Tout à fait. Ça veut dire que s'intégrer, c'est faire l'effort de connaître l'autre. S'intégrer, c'est de découvrir l'autre. Et l'exercice mutuel et concomitant de découverte provoque donc une mutualisation. Et c'est cette mutualisation, c'est cette rencontre de deux élans, oui, qui donne naissance à l'intégration nationale. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de politique d'intégration nationale. Il n'y a eu qu'une politique de désintégration nationale par le plâtre du fameux État unitaire, qui est donc un envoûtement, une sorte de mauvais pansement. C'est-à-dire, on cache, on recouvre la plaie. Honorable, mais laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Monsieur Mbarga, oui, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Béti, je suis un Ewondo. Béti, ce n'est pas une ethnie. Je suis un Ewondo. C'est une communauté. Voilà. Vous êtes Ewondo. Oui. Savez-vous où se trouvent les Mambila? Les Mambila? Non. Ben, c'est une ethnie camerounaise. Avec d'ailleurs la particularité que là-bas, la lignée est matriarcale. C'est dans le maillot Bangyo. C'est à Bangyo. Oui. Vous venez de l'apprendre. La même question peut être posée à Mambila. Savez-vous où se trouve... Ah, mais bien sûr. Où se trouve... Est-ce que c'est là où il y a le débat, honorable? Mais c'est exactement là qu'il y a le débat. Parce que si vous ne connaissez pas le Mambila, le jour où vous arrivez quelque part et que vous trouvez un Mambila et un autre Ewondo, vous aurez le réflexe naturel de repli vers les Ewondo. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est humain. C'est humain. C'est le problème du Cameroun. L'intégration nationale devrait nous amener à nous connaître, à nous faire confiance, pour que, in fine, nous puissions donc vivre ensemble. Mais il n'y a rien au Cameroun qui est fait pour ça. Bien au contraire. Oui. C'est les rivalités qui sont organisées. Notamment par la fameuse politique d'équilibre régional qui est pratiquée au Cameroun. La politique de délaissement de quelques-uns, de l'écrasement de la majorité par une minorité. Oui. Mais c'est ça le problème. S'il y avait au Cameroun, il y a une matière, et un des leviers, donc c'est l'éducation. Un des leviers, c'est les quotas. Je vais vous en parler. En fait, nous devrions avoir au Cameroun, il y a déjà, je crois d'ailleurs, ça a commencé. Il y a les quotas au niveau depuis 2009, oui. On en parle. Là, il devrait avoir au Cameroun une matière sur connaissance des ethnies et des communautés camerounaises que nous devrions apprendre dès le cours préparatoire, avec des petites chansons. Parce que si nous ne nous connaissons pas, nous ne pouvons pas nous intégrer. Mais ça ne va même pas seulement, ça ne va pas seulement sur la question de savoir où se trouvent les Mambila. Parce que si je vous demande quelles sont leurs habitudes alimentaires, quelles sont leurs habitudes vestimentaires, c'est quoi d'où venaient leurs ancêtres, qu'est-ce qui fait leur spécificité, de quoi sont-ils fiers, qu'est-ce qui fait leur richesse, vous n'en savez rien. Pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que l'État n'a jamais voulu que vous portiez l'identité de la pluralité, de la multiculturalité. Alors si le Camerounais ne porte pas sur lui l'empreinte de la multiculturalité,
En quoi est-il donc l'incarnation de l'Afrique en miniature? En rien du tout. En rien du tout. C'est un vice de fabrication qu'on a logé dans l'État du Cameroun à sa création et qu'il urge de réparer. C'est ça l'intégration nationale. Donc, les gens qui vous disent que le fédéralisme communautaire va venir provoquer le repli, non, ils sont en train de prophétiser ce qu'ils vont continuer à faire, ce qu'ils ne savent que faire. En fait, ils disent que nous allons aggraver une chose qui les accable déjà. C'est leur crainte. Et nous leur disons non, nous ferons l'inverse. Vous avez cité des exemples qui ont abondamment fait réagir. Il y a eu l'école normale de Maroua où, même au niveau de la chambre basse, le plus haut représentant là-bas a estimé que la part balle devait être faite à cela ressortissant de l'extrême nord. Au niveau de la Sodecoton, le ministre d'État EGPR a été obligé de prendre sa plume pour rappeler aux dirigeants de la Sodecoton les équilibres sociologiques qu'il fallait respecter en négociant, en nomination, en procédure de nomination. Vous, en situation de responsabilité, ayant pour ferment idéologique le fédéralisme communautaire, comment est-ce que vous auriez abordé ces situations? Non, d'abord, la question de la Sodecoton telle qu'elle a été gérée par la présidence de la République, c'était un amalgame, une maladresse totale. D'abord, sur la forme. Oui. Le SGPN ne peut pas demander au DG de la Sodecoton de réagir sur des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. Nous sommes d'accord sur la forme. Et dans le fond, je pense que les 2 jours qui suivaient, les gens lui ont ramené au visage la réalité de leur équilibre régional à eux. Oui. Je crois que vous avez vu tous les listings des ambassadeurs, des ministres, des directeurs et tout ça qui sont publiés partout. Donc, en fait, tout ce que les gens lui ont dit, c'est que vous n'êtes même pas qualifié pour nous faire de telles remontrances. Nous, nous sommes simplement qu'en train de faire ce que vous nous avez appris à faire. Parce que lorsque les résultats de l'ENAM sont publiés et que 30% de ceux qui ont été reçus viennent du même village, qui est proche de celui qui demande aux autres de respecter d'autres villages, là, il ne s'en plaint pas, il ne reçoit aucune autre instruction. Ah tiens, ça vous montre ce que c'est que les autres instructions. Okay, je parle de vous en situation de pouvoir. Non, je vous dis ceci. Nous, en situation de pouvoir, nous allons remplacer ce qu'ils appellent équilibre régional par 3 choses, 3 mesures. L'équilibre communautaire. Oui. L'équilibre communautaire. L'équilibre géographique et les quotas. Et la politique des quotas. Je vous explique. L'équilibre communautaire, c'est évident. Parce que ce sera simplement beaucoup plus lisible. Simplement. C'est-à-dire que ce sera une amélioration de ce qu'il loge dans la région point cardinal actuel. Parce que la région point cardinal actuel est un trompe-l'œil. C'est un miroir aux alouettes. C'est qu'en fait, lorsqu'on vous dit région du centre, mais on peut très bien tenir compte, je ne sais pas, dans l'équilibre dans un concours, fait dans une entreprise nominative, ne désigner que les ressortissants de la Lequier et du Fundi. Ben, la région du centre, on aura tenu compte dans l'équilibre de la région du centre. Sauf que les 2 Mam et le Lion et Kélé vous diront, mais attention, c'est une entourloupe, on n'est pas là-dedans. Par contre, dans la captation communautaire, ce sera difficile de commettre ce type d'erreur. Ça, c'est une chose. L'équilibre géographique, ça, c'est par rapport justement au concours. Tel qu'ils le font maintenant, en fait, c'est un gadget qu'ils ont créé pour embrouiller les gens, vendre les concours, les places, et puis positionner leurs enfants. Ben ça, tout le monde le sait, c'est vieux comme le monde. Non, nous disons, mettons-y de la rationalité. Il est vrai, actuellement au Cameroun, on ne peut pas dire que le niveau de scolarisation soit équivalent sur toute l'étendue du territoire. Donc, je suis d'avis que l'on continue à tenir compte des disparités qu'il y a en la matière. Mais ce dont il faut tenir compte en ce moment, ce n'est pas de la région, mais c'est des zones d'éducation. Il y a bien au Cameroun une classification des zones d'éducation. Il y a même des zones dites prioritaires, des zones d'éducation prioritaires. Ça veut dire que le taux de pénétration de la scolarisation est encore faible. Et il y a donc une catégorisation de cela qui existe même déjà. Mais c'est d'elle dont il faut tenir compte. Parce que vous ne pouvez pas me convaincre qu'un élève de Salapumbe, c'est dans la Mumba Ngoko, est à mettre au même pied d'égalité qu'un élève du lycée Leclerc. Si les deux, à l'issue d'un examen ou d'un concours, ont tous les deux 12 de moyenne, il y a un truc qui ne tourne pas rond. En fait, le génie
Il n'est pas au lycée Leclerc en ce moment-là, il vient de Salapoumbé. Mais vous pourriez me répondre que mais dans ce cas, ça résout le problème avec l'équilibre communautaire. Je dis non. Parce que figurez-vous que l'élève, par exemple, qui a eu son bac au lycée de Salapoumbé, n'est pas forcément un natif de Salapoumbé. Il peut être le fils du sous-préfet de Salapoumbé qui a été affecté. Mais il a été scolarisé et a obtenu son diplôme dans les mêmes conditions que le natif de Salapoumbé. Ça veut dire que l'équilibre qu'il faut faire en ce moment, ce n'est pas l'équilibre de ses origines, mais c'est l'équilibre de la géographie catégorisée dans laquelle il se trouve et où il a été scolarisé. On s'est bien compris. Troisième chose, les quotas. Les quotas, il faut une politique absolue de quotas au Cameroun, autant dans le privé que dans le public. Pourquoi? Et nous le disons encore très clairement dans cet ouvrage, il y a même un deuxième que nous écrivons, qui va encore étayer toutes ces choses. Nous disons ceci. Si vous êtes DG de la Sodécoton, par exemple, vous devez avoir une limitation du nombre de places à accorder aux personnes originaires de votre communauté. Oui. Parce que vous pourriez être DG de la Sodécoton qui est situé à Garoua, alors que vous êtes originaire de Sangmelima. Oui. On doit pouvoir... Et que votre siège est à Douala? Oui. Bien sûr, je parle du lieu de situation. Mais toujours est-il qu'on est là-dedans. Différent du lieu d'exploitation. Mais justement. Donc, il faudrait que vous qui êtes le directeur général, puisque vous avez un pouvoir de recrutement, il faut qu'on limite votre capacité de recruter dans votre propre communauté. Pour imposer l'équilibre. De l'autre côté, il y a un autre versant. C'est que si l'entreprise se trouve justement à Douala, c'est le cas du port autonome, où se trouve à Garoua, il faut que vous ayez l'obligation de recruter des compétences locales lorsqu'elles existent. Je précise bien, lorsqu'elles existent. Ça veut dire que si on dit par exemple que si une entreprise d'envergure nationale se trouve à Ezeka, disons en ce moment-là, on est dans la région Bassan-Poubati, on doit pouvoir imposer au DG de recruter, par exemple, je ne sais pas, 15, 20, 30, c'est des choses qu'il faut discuter. 20% ou 30% de compétences bassin pour bâtir, ça ferait que ceux qui hébergent sur leur terre cette entreprise en tirent profit. Mais au-delà, c'est ça qui sécurise l'entreprise en question. Parce qu'elle a beau avoir une envergure nationale, elle est chez les gens. Elle est chez les gens comme la CDC, malheureusement. Ben voilà. Mais la CDC n'a pas échappé au service des ambazoniens, entre guillemets. Oui, mais là, on est dans autre chose. En sévissant là-bas, les ambazoniens visent quelque chose de bien précis, la sécession. Donc, il faut faire partir tout le monde. Il faut faire régner la terreur. Donc l'exemple est mal pris. En revanche, dans les revendications qui avaient été formulées à un moment par le consortium, la question de la CDC a été évoquée sur le taux d'employabilité par la CDC des natifs. Des gens qui, eux, dans l'expansion de la CDC, avaient perdu leur terre, leur propriété foncière. Ben, puisque je parle du foncier, c'est une autre proposition unique à son genre et que nous devons au fédéralisme communautaire. Je la prononce rapidement. Oui. Parce qu'au Cameroun, on a créé un monstre qu'on appelle le domaine national. Même M. Mbarga, figurez-vous que moi j'ai fait des études de droit et on m'a appris à l'école que l'une des sources du droit, c'est la coutume. Lorsqu'on lance la procédure d'immatriculation au Cameroun, la commission qui est présidée par le préfet ou le sous-préfet contient en son sein les chefs traditionnels, oui, les chefs coutumiers. Oui. Quel est le rôle de ces chefs coutumiers? C'est d'attester au moment de la descente sur le terrain que les prétentions coutumières dont se prévaut, soit celui qui veut immatriculer, soit celui qui a vendu à celui qui veut immatriculer, sont effectives. Ça veut dire qu'il y a, de façon subtile, sibylline, la reconnaissance de la propriété coutumière. Alors, mutatis mutandis, si la coutume est une source de droit, la propriété coutumière devrait vous donner droit à la propriété juridique au sens romano-germanique du terme, c'est-à-dire le droit positif actuellement. L'avantage de cela, c'est quoi? C'est que ça vous sort de la pauvreté. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai pris sur l'Arabie Saoudite avec le pétrole. En fait, lorsqu'on dit qu'un pays comme le Cameroun est pauvre, c'est faux. Le Cameroun est immensément riche par son potentiel. Mais c'est que les propriétaires de ce potentiel n'en sont pas possesseurs au sens juridique. Mais n'oublions pas aussi que toutes les terres appartiennent à l'État. Mais c'est ça l'entourloupe, justement. Ça, c'est faux. Mais c'est faux. Votre village, vous m'avez dit, c'est où?
Je suis de Ngoulimakong. Est-ce que vous avez des terres là-bas? Oui. Est-ce qu'elles sont immatriculées? Oui. Ok. Avant qu'elles ne soient immatriculées, elles appartenaient à qui? À mes grands-parents. Je repose donc la question. Est-ce que vous aviez des terres avant d'être immatriculées? Oui. Mais comment oui? Justement parce que... Elles appartiennent à l'État avant d'être immatriculées. Avant que... Ah ben voilà, vous avez compris. Ok, nous allons sortir par votre exemple. Sur vous êtes tellement convaincu que vous... Qui nous permet de tout doucement aller vers la sortie. C'est pour ça que nous disons qu'on doit donner le titre foncier gratuitement. Parce que le banditisme d'État qui est organisé autour de l'immatriculation au Cameroun, c'est juste renversant et inadmissible. Et les gens, ils souffrent. Ils sont noyés dans la pauvreté alors qu'ils sont riches. Donner des titres fonciers à tous ces gens qui se prévalent d'une propriété coutumière. Dès le lendemain, ils ont un cautionnement qu'ils peuvent faire valoir à la banque pour accéder au crédit. Dès le lendemain, ils peuvent même vendre, mais cette fois au juste prix. Dès le lendemain, ils peuvent se mettre en joint venture avec des financiers et sortir de la pauvreté. Voilà pourquoi il faut donc communautariser cela. Parce que moi je dis, vous ne pouvez pas dire que la forêt est communautaire et que la terre ne l'est pas. Parce que vous ne pouvez pas communautariser juridiquement une chose qui pousse sur la terre et dire que la terre sur laquelle cette chose pousse, elle ne peut pas être communautarisée. Ça passe. Merci, honorable, pour ce mot qui pourrait ressembler au mot de la fin, mais en une minute, on va se séparer. Le mot de la fin, perspective, pour le PCN, pour le Cameroun, pour le positionnement et l'ambition qui sont les vôtres, être à la tête de l'État camerounais. Ben, vous l'avez dit. L'ambition qui est la mienne, personnellement, c'est de diriger le Cameroun. Et je crois que je réunis, et je le dis à mes compatriotes, ce qu'il faut pour ça. Pour diriger un pays, il faut un projet. Il faut pouvoir dire aux compatriotes, à tes compatriotes, voici ce que je veux faire du pays si vous me faites confiance. Oui. Il faut avoir fait ses preuves aussi. Si vous voulez, dans une certaine mesure. Il n'y a pas un stage présidentiel préalable. Mais je crois que le président de parti que je suis, il ne faut pas m'imputer ça à moi tout seul, mais la fulgurance du PCRN, de notre dynamique, tous ces jeunes hommes et femmes élus dans les rangs du PCRN, qui font leurs preuves sur le terrain, donnent l'assurance de ce qu'il y a une génération, une relève qui se met en place. Oui. Et nous disons aux compatriotes, prêtez-nous votre oreille, discutons de ce que nous proposons, sortons des débats de vagues, rentrons dans des débats de fond. Oui. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Donc nous, c'est ce qui nous préoccupe. Travailler, travailler, travailler. Aller chaque jour au plus près de nos compatriotes, partager avec eux notre projet, former nos militants. Nous avons mis en place l'école de cadres, oui, pour que nous ayons des citoyens à même, d'abord, philosophiquement, moralement, mentalement, éthiquement, en mesure de prendre le Cameroun en main. Je suis sûr que par la grâce de Dieu et la volonté des Camerounais, on y arrivera. Ce pays mérite mieux, c'est clair. Merci, honorable Cabral Libié, pour votre conclusion, et merci encore pour la présence et la fidélité, justement, que vous avez fait montre en acceptant l'invitation que nous vous avons conviée. Juste une ou deux réactions, vous le permettrez rapidement avant qu'on ne se sépare tranquillement. Les téléspectateurs qui vous ont écrit. Dites, hein, même si c'est désagréable. Non, honorable, c'est plus dans le sens de félicitations. Ah, ok. Et je vais profiter aussi pour annoncer la rediffusion tout à l'heure après le journal en boucle de cette émission. C'est une volonté qui nous vient de la très haute hiérarchie. Ah, vous la aussi, rediffusion. vous avez de hautes instructions. Non, nous on parle de très haute hiérarchie du côté du groupe La Météo. C'est une volonté qui nous vient... Haute chose. Très haute chose. Honorable, vous avez l'air de nous distraire. Ah ben, alors, on va se séparer en vous disant merci d'avoir réagi. Malheureusement, quelques réactions n'ont pas été relayées. Si, je peux même en prendre une, puisque l'honorable est encore là, sur le plateau avec nous, en espérant qu'elle ne va pas nous amener très loin. Bonsoir au panel, et particulièrement au visionnaire Cabral, qui chaque jour montre son attachement aux idéaux de paix, de cohésion sociale et de la prospérité du
Cameroun. Votre vision pour le pays est réaliste et objective, que même Dieu ne peut pas dire le contraire. J'ai l'impression de reconnaître là un militant du PCR. Ou plutôt un citoyen qui vient d'être convaincu. Merci. Le problème, Merci à vous d'avoir regardé et d'avoir réagi. Ce n'est que le début, cette nouvelle aventure. Tous les mercredis, 21h, nous donnons justement la vie et la possibilité à toutes les élites, toutes les réflexions, toutes les intelligences de s'exprimer face à l'actu, votre nouveau programme, votre nouveau rendez-vous. Excellente fin de soirée.